bienvenue à Evolution TV pour une nouvelle session où on va se focaliser sur les scénarios de neutralité carbone réalisés par l'ADEME. On a la chance d'avoir avec nous David Marchal, qui est directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes de l'ADEME. Bonjour. Bonjour. Et donc ce gros travail qui a été réalisé par l'ADEME, qui s'appelle Transition avec un S entre parenthèses, montre bien qu'il y a plusieurs chemins possibles, même si au final, bien sûr, il n'y en aura qu'un dans la réalité. Pour démarrer tout de suite et assez vite, car nous avons un tout petit peu de retard, nous allons vous demander d'abord quels sont les 4 grands visages que vous avez dessinés avec ces 4 scénarios. Donc bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais vous présenter Transition 2050, donc 4 scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050 qu'on a souhaité dessiner, publier en novembre et téléchargeable sur notre site, avec des feuilletons qui viennent compléter cette publication au fur et à mesure sur le mix électrique, sur l'artificialisation des sols, sur tout un tas de sujets, les impacts macroéconomiques. Alors, 4 scénarios, parce qu'on a souhaité faire 4 visions variées. La prospective, ce n'est pas de la prévision, on ne sait pas trop où on va, et encore moins sur l'hydrogène. 4 scénarios variés, contrastés, tous atteignent la neutralité carbone en France, et notre boulot, ça a été de faire 4 scénarios cohérents, et de les qualifier avec des indicateurs pour que chacun puisse un peu se faire une idée de le mélange de scénarios qu'il souhaite choisir. Alors, on a bâti nos scénarios sur 4 récits, puisque ce sont des scénarios qui dépassent le sujet de l'énergie, qui dépassent le sujet de l'électricité, qui dépassent le sujet de l'énergie. On a construit 4 récits de société avec des mots-clés que vous pouvez voir là à l'écran, autour desquels on a ensuite fait dérouler des outils de modélisation pour modéliser ces 4 scénarios de façon cohérente, systémique. Je dirais qu'on se distingue des scénarios de RTE par le fait qu'on englobe justement toute la société, toutes les énergies, et ça va de l'assiette alimentaire à la tonne de béton et à la façon de construire les bâtiments. Et on se distingue de Négawatt par le fait, par exemple, qu'on a 4 scénarios au lieu d'un, donc on essaye de voir un peu plus large. Alors, ce qui distingue les scénarios, c'est, pour le faire un peu simple, la sobriété. Les scénarios S1 et S2 sont ceux qui sont bâtis le plus sur la sobriété. Et le scénario S3 et S4 sont ceux qui reposent le plus sur les technologies. On a un scénario 1 dans lequel on a quand même une France qui se replie un peu sur soi. On est sur le localisme, la recherche de sens, la nature est préservée, beaucoup de sobriété. Un scénario 2 qui est plus dans l'économie du partage, de la sobriété, de l'efficacité. Une France qui se réindustrialise un peu dans ce scénario 2. Un scénario 3 qu'on a appelé technologie verte, où là on met en œuvre toutes les technologies de la transition. C'est un scénario qu'on avait hésité à appeler croissance verte, mais il se trouve que tous ces scénarios génèrent de la croissance en fait, après notre évaluation macroéconomique. Donc toutes les technologies de la transition sont en œuvre. Une France qui est beaucoup plus connectée aux pays voisins, des interconnexions, des importations. Et un scénario 4 où on veut vraiment préserver nos modes de vie actuels et dans lesquels ce sont les technologies qui vont nous sauver. Ce scénario 4, on l'a appelé Paris réparateur. Paris dans le sens où c'est un pari pour différentes raisons. On va dire, dans ce scénario 4, la nature est une ressource qu'on va exploiter. Et dans ce scénario 4, on continue à avoir des émissions résiduelles qui sont importantes et il faut compter sur certaines technologies aujourd'hui pas trop matures pour atteindre la neutralité carbone. Donc ça dessine 4 scénarios avec des émissions résiduelles qui sont assez variées. On divise par 6 ou 7 les émissions résiduelles dans les scénarios 1, 2, 3. Et à l'inverse, on atteint à peine le facteur 4, donc la division par 4 des émissions par rapport à 2012, dans le scénario 4. Donc ça veut dire qu'il faut stocker davantage de CO2 dans ce scénario 4. Enfin, globalement, plus on va vers S4 et plus il faut stocker du CO2. Merci beaucoup pour ce passage très rapide, parce que je vous invite vraiment à aller voir les travaux de l'ADEME, ils sont très complets. Donc il y a des choix sociétaux très différents, qui bien sûr du coup conditionnent la consommation et la production d'énergie. Justement, comment elles varient, quelles sont leurs différences entre ces 4 scénarios? Alors au final, on n'a pas exactement les diapos qu'on voulait avoir, mais c'est pas grave. L'important, c'est les graphiques. Vous avez une petite accroche graphique. Là, vous avez donc 2 graphiques qui vous montrent les consommations d'énergie finale en haut et la part d'énergie renouvelable en bas.
comme je le disais, j'ai essayé de vous décrire un peu la forme des émissions de CO2 résiduelles. On va dire que les émissions de CO2 résiduelles ont à peu près la même forme que la consommation d'énergie finale. On a des émissions de CO2 qui croissent avec les scénarios. Et on voit que globalement, dans tous nos scénarios, on a une baisse de la consommation d'énergie finale. Donc ça, c'est le premier message quand même important. Entre moins 20 moins 55% de consommation d'énergie finale dans tous les scénarios. La sobriété, c'est pas une analyse de sensibilité dans notre approche, c'est vraiment quelque chose de structurant. C'est une ossature structurante qui est sous-jacente au scénario. Puisque quand on parle de sobriété, c'est pas un choix qu'on fait à la fin où on dit ah, tiens, si on consomme un peu moins, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment dans la modélisation intrinsèquement. La sobriété, ça passe par des évolutions des choix de vie, des évolutions de choix d'habiter avec moins de béton, moins d'énergie, etc. Donc tout ça, moins de consommation de viande. Par exemple, dans le scénario 1, ça veut dire une affectation différente des sols, ça veut dire des ressources de biomasse différentes, ça veut dire une capacité à faire du biogaz différente, etc., etc. Donc cette sobriété-là, vraiment, elle est sous-jacente, elle est intimement liée aux modélisations qu'on a faites et elle aboutit à ces consommations d'énergie qui sont donc en baisse toutes par rapport à aujourd'hui. On a également une modification assez importante du mix de production, avec des équilibres qui se modifient entre les vecteurs énergétiques. Une part du gaz qui baisse. Là, vous le voyez, alors je ne sais plus bien si c'est en rouge ou en orange sur le graphique. Elle baisse, mais elle ne disparaît pas. Le gaz conserve un talon de consommation significative de 150, 200 TWh. Donc c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais néanmoins, avec cette part-là, il est largement décarboné, à plus de 80% décarboné dans 3 scénarios sur 4. L'électricité, elle, a une part relative qui augmente. Aujourd'hui, l'électricité, c'est 27% de la consommation d'énergie finale. Dans nos scénarios, on passe à 40, 55% de consommation d'électricité dans l'économie, de part de l'électricité dans l'économie. Donc sa part augmente en valeur relative, pas toujours en valeur absolue, comme je le montrerai après. Et puis, il y a d'autres pans de nos scénarios qu'on a vraiment aussi modélisé finement. C'est la biomasse. Par exemple, le monde du vivant joue un rôle très très important dans ces scénarios-là. On a une multiplication par 2 de la biomasse qui est mobilisée pour faire de l'énergie dans tous les scénarios, principalement de la biomasse agricole. Et ça, c'est des choix et des compromis à faire en termes de modélisation et de choix de société entre une exploitation de la biomasse pour faire de l'énergie et notamment la question des puits de carbone biologiques qui sont importants. Donc, par exemple, le carbone qui est séquestré dans les sols agricoles, dans les écosystèmes forestiers. Ces puits-là varient de façon importante d'un scénario à l'autre, d'où le rôle très important de la biomasse. Dans tous les cas, on a des énergies renouvelables qui occupent une place importante, plus de 70% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Merci beaucoup. Alors on va encore descendre d'un cran après les choix sociétaux, l'énergie au sens large. On va se focaliser sur l'électricité, puisque comme vous l'avez dit, l'électrification est renforcée, comme dans beaucoup d'autres scénarios d'ailleurs, un peu comme celui de RTE. Donc quelle est la part des énergies renouvelables pour l'électricité? Et finalement, quelle part peut servir à produire de l'hydrogène vert? Alors la part des énergies renouvelables, elle est d'environ 70% dans le pire des scénarios, dans le scénario le moins ambitieux en termes d'énergie renouvelable. Mais vous savez comme moi que quand on parle de part d'énergie renouvelable, il y a un numérateur, un dénominateur. Donc ça dépend bien entendu du niveau de consommation d'électricité. Dans le scénario le plus ambitieux, il y a 97% d'énergie renouvelable en 2050 dans le mix électrique, c'est le scénario 1. Et dans le scénario S4, où la consommation est plus élevée, on a 70% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Premier point sur ce graphique, là vous voyez la production totale, la consommation totale d'électricité. Vous voyez que ça varie entre 400 et plus de 800 TWh. Donc on a des scénarios qui sont très variés par rapport à aujourd'hui, qui est la première barre. Ça englobe toutes les consommations d'électricité. Et quand on fait des bilans énergétiques, on se rend compte assez vite que le sujet en 2050, c'est des consommations intermédiaires, celles qu'on ne voit pas quand on parle d'énergie finale. En énergie finale, on a des consommations qui sont bien plus faibles, mais dans ce mix électrique 2050, il y a effectivement beaucoup d'hydrogène utilisé pour faire notamment de l'électricité, qu'on ne voit pas dans l'énergie finale, puisque ce n'est pas une électricité qui est utilisée en tant qu'énergie finale. Et donc là, vous voyez par exemple, dans le scénario 2, on a plus de 100 TWh d'électricité utilisée pour faire de l'hydrogène. Donc c'est vraiment significatif par rapport à une consommation d'environ 500 TWh.
Alors derrière, on a modélisé finement, hein, on a fait un peu un travail comme celui de RTE, une modélisation du mix électrique qui est très fine au pas horaire pour mettre en face de ces niveaux de consommation des moyens de production. Tant d'éolien, tant de photovoltaïque. On a minimum 90 gigawatts de photovoltaïque dans tous les scénarios, 60 gigawatts d'éolien terrestre dans tous les scénarios. Et puis ensuite, dans les scénarios où la consommation augmente, on doit recourir à d'autres types de technologies. Par exemple, l'éolien en mer flottant, qui est une technologie qui se développe un peu plus dans le scénario 3 en tant qu'une alternative possible à du nouveau nucléaire. Et dans le scénario 4, là où les consommations sont à plus de 800 TWh très importantes, on est dans l'obligation de recourir à toutes les technologies, donc nouveau nucléaire et éolien flottant. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le mix électrique que vous avez sorti sous forme de feuilleton, comme vous avez dit. Effectivement, dans le scénario 3, vous avez fait deux options. Une option avec plus d'éolien en mer et une option avec plus de nucléaire. Et finalement, les deux, en tout cas en termes de coûts, ont l'air relativement similaires. Oui, alors on a fait effectivement des évaluations économiques de tous ces scénarios de mix électrique. En termes de grands messages, effectivement, les deux scénarios qui sont testés dans le scénario 3, soit avec une option industrielle éolien en mer flottant, soit avec une option industrielle EPR, arrivent à peu près au même coût. On est dans le même ordre de grandeur, enfin même ils sont très proches en termes de coûts totaux hein, de la transition du système électrique. Et l'autre message important, c'est que c'est le scénario S2 qui permet d'avoir les coûts de production de l'électricité au mégawattheure qui sont les moins chers en 2050 grâce au recours à des technologies qui sont les plus matures, les moins chères et grâce aussi au fait qu'on a beaucoup de flexibilité dans le système, notamment grâce à l'hydrogène. On y revient justement. L'hydrogène, c'est quand même notre sujet d'aujourd'hui. Quels sont les usages que vous imaginez dans ces différents scénarios pour ce vecteur hydrogène ? Alors quand on parle d'hydrogène, il faut savoir se remettre en cause tous les jours. C'est un sujet compliqué. Et donc heureusement qu'on avait 4 scénarios. je vais le dire comme ça, sur le ton de la boutade. Il faudrait qu'on ait des sous-catégories d'hydrogène presque. Non, mais ça nous a permis, plus sérieusement, d'explorer différents avenirs possibles. Puisque tout n'est pas tracé, hein, vous le savez mieux que moi, que ce soit pour des usages dans l'industrie, que ce soit pour des usages dans la mobilité. La part de marché que pourra représenter l'hydrogène en France est encore loin d'être connue et c'est encore plus compliqué quand on injecte là-dedans la question de est-ce qu'on va importer ou pas des produits ou de l'hydrogène ou des produits à base d'hydrogène des pays à plus fort ensoleillement. Donc on a essayé d'explorer un peu toutes ces possibilités dans nos scénarios. On a un invariant, presque un invariant en tout cas dans 3 scénarios sur 4, c'est la forte part de l'hydrogène qui est produite pour injection dans le réseau de gaz sous forme de méthane. Donc de la méthanation biologique qui est faite à proximité des unités de méthanisation agricole. C'est ce que vous voyez en vert sur ces graphiques-là, qui permet à la fois de décarboner davantage le réseau gazier et d'apporter une flexibilité au mix électrique, d'absorber une partie des productions à bas coût sur le mix électrique. Ensuite, on voit qu'on a des usages, alors parmi les usages historiques soutenus par l'ADEME, les usages en mobilité, qui sont un peu plus nuancés d'un scénario à l'autre, qui apparaissent en bleu clair sur ces ratios. De la mobilité lourde, bien entendu, dans le scénario 2, dans le scénario 3, avec des mix qui diffèrent selon les hypothèses qu'on a aussi pris des technologies concurrentes. Par exemple, dans le scénario 4, c'est un scénario vraiment techno-push où on considère que la batterie électrique va faire des progrès extraordinaires, donc tout est électrifié, ce qui fait que dans le scénario 4, finalement, la part de l'hydrogène est beaucoup plus faible. Bon, ce qu'il ne faut quand même pas oublier dans tout ça, c'est que j'ai oublié de comparer à la situation actuelle, mais dans tous les cas, on a quand même une multiplication au moins par 2, voire jusqu'à 5 des quantités d'hydrogène consommées en France par rapport à aujourd'hui. Donc tous nos scénarios reposent davantage sur l'hydrogène, avec des rôles différents. Et puis le gros bloc orange, c'est notamment l'industrie. On pourrait parler de l'acier et de la chimie, avec une hypothèse forte qui a été faite sur le méthanol dans le scénario 3, et sur l'utilisation de l'hydrogène pour réduire l'acier. On a des hypothèses également qui sont faites dans les scénarios 2 et 3, mais avec des technologies plus ou moins décentralisées dans le scénario 2, plus ou moins centralisées dans le scénario 3. Voilà, un peu, on a essayé d'explorer ces différentes facettes avec un point également que j'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les importations.
Alors pour des raisons de solidité de nos scénarios, bien entendu, on ne s'est pas basé majoritairement sur des importations d'hydrogène dans tous les scénarios. C'est pas ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne, la DENA, par exemple, dans ses scénarios de prospective, considère qu'elle va importer jusqu'à 700 TWh d'hydrogène en 2050. Nous, on a été prudents, on a produit dans la plupart des scénarios l'hydrogène en France, sauf dans le scénario 3, où dans la logique du scénario, qui est un scénario ouvert sur l'extérieur, on a considéré qu'on pouvait importer la moitié de l'hydrogène consommé. Merci beaucoup. Et du coup, alors les usages sont très diversifiés et les options sont très diversifiées. Je pense que vous insistez souvent sur le fait que ce ne sont pas des scénarios où on fait des choix, où on peut mélanger, parce que chacun a sa cohérence. Mais en tout cas, au regard de cette économie d'hydrogène que certains appellent de leur vœu, est-ce que vous imaginez qu'il y a aussi des besoins d'infrastructures qui se développent concomitamment à la consommation et à la production? Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, hein, celui des infras. L'Allemagne fait le pari de développer des infrastructures, des pipes dédiées hydrogène. Quand on discute avec eux, ils nous expliquent qu'un pipe hydrogène, c'est l'équivalent de 15 gigawatts de lignes à haute tension. Donc c'est avant tout aussi pour répondre à des questions d'acceptabilité et de transit de l'électricité entre le nord et le sud. En France, la question des infras, elle n'est encore pas vraiment posée. Nous, on a ouvert la porte à cette question-là. Il y a quand même une question de viabilité économique de ces infrastructures par rapport au volume d'hydrogène qui transiterait. Donc la porte est ouverte dans le scénario 3, où dans une logique d'importation, de fort développement de l'hydrogène sur des zones industrielles, à proximité des ports, on a imaginé qu'effectivement, il pourrait y avoir, dans ce contexte-là, des infras dédiés à l'hydrogène. Alors c'est un choix qui est aussi différent de celui de RTE, hein, qui a aussi choisi de considérer que l'hydrogène pourrait être utilisé, enfin une infra dédiée hydrogène pourrait être utilisée pour le stockage intersaisonnier de l'électricité. Nous, on a considéré que ce stockage intersaisonnier se reposerait sur l'infrastructure du réseau de gaz naturel actuel. Et pour finir, une petite question pas prévue dans notre timing à nous, mais il y a toujours cette question quand même qui taraude les esprits sur des mix électriques très renouvelables, donc forcément plus aléatoires dans leur production. Est-ce qu'au final, les études que vous faites montrent que tout cela est très viable? Enfin, je veux dire, quelque part, ça sécurise aussi la production d'hydrogène, mais globalement, la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays. Il y a deux questions par rapport au mix électrique. Il y a le nombre d'heures où les électrolyseurs vont fonctionner et est-ce qu'ils vont fonctionner en base ou fonctionner de façon plus flexible par rapport au prix spot de l'électricité. Donc ça, on l'a pris en compte en modélisant deux types d'électrolyseurs, des électrolyseurs plutôt industriels qui vont plutôt fonctionner en base et des électrolyseurs plutôt dédiés au power to gas là, qui vont plutôt fluctuer mais toujours fonctionner à au moins 3000 heures de fonctionnement pour assurer une viabilité économique. Donc oui, en ce sens, hein, l'électrolyse, c'est un des premiers vecteurs de flexibilité du mix électrique, notamment par exemple dans le scénario 2, avec la mobilité électrique. Hein. On dit souvent pour faire des mix électriques très renouvelables, il va falloir mettre des batteries. Nous, nos scénarios montrent que des mix électriques très renouvelables sont possibles en exploitant correctement la flexibilité des actifs de consommation, tels que les véhicules électriques ou les électrolyseurs. Très bien. Écoutez, on est arrivé au bout de cette session. 20 minutes, ça passe vite pour expliquer ces longs travaux que l'ADEME a fournis. Bravo pour ce travail prospectif. L'avenir est encore à construire et on continue tous ensemble sur Evolution TV. Au revoir. Au revoir, merci.